Bonjour à tous et merci de poursuivre votre matinée sur France 3 Occitanie pour 9h50 le matin. Une émission qui est principalement consacrée aujourd'hui à l'art. Mais attention, pas n'importe lequel, puisque nous accueillons sur ce plateau notre invité d'honneur, c'est Dominique Pollard-Ardouin. Bonjour Dominique. Bonjour Bienvenue Mickaël. sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Alors présentez-vous à nos téléspectateurs. Qui êtes-vous Dominique ? Je ne vais pas me présenter, mais je vais vous raconter une histoire, celle d'une belle transmission qui a été faite grâce à des rencontres fabuleuses. Oui, on va donc parler d'art, de la collection de votre maman. On va parler donc de la collection Cérès Franco et du parcours de Dominique, notre invité. À tout de suite. Au sommaire de notre émission du mardi 15 mai, le célèbre mohair est une laine conçue grâce aux chèvres Angora. Et pour connaître les techniques de fabrication, Émilie a été reçue par Céline au Mas de la Pastourelle dans l'Hérault pour ses 3 escapades. Avec Aurore Kichenin, nous prenons conscience de l'évolution progressive des femmes dans les milieux particulièrement masculins. Elle dresse aujourd'hui le portrait de Catherine Valgalier, maître chocolatier à Montpellier. Et puis en fin d'émission, nous irons sur le Causse Comtal dans l'Aveyron où les lapins de Garenne se sentent bien. Tellement bien que fidèles à leur réputation, ils sont beaucoup trop nombreux et dénaturent le secteur. Nous suivrons avec Régis Guyon une opération visant à les installer dans une autre zone aveyronnaise. Alors la météo aujourd'hui divise la région en deux. Regardez cette carte. Alors d'un côté, il y a la grisaille persistante en Midi-Pyrénées avec de faibles pluies, notamment vers les Pyrénées. Et puis de l'autre, de très belles éclaircies en Languedoc-Roussillon avec 2 bémols. Un en Lozère avec un risque d'averse et le second, la tramontane qui soufflera jusqu'à 100 km/h. 10 à Rodez, 12 à Tarbes, 13 à Foix et Albi, 15 à Auch, 21 à Montpellier et jusqu'à 22 pour Nîmes aujourd'hui. Hier, pour le jeu, on vous proposait de remporter des places pour aller voir le 65e anniversaire du Bagad de Landbiway. Ils seront sur la scène du Casino Barrière de Toulouse le samedi 16 juin 20h30 et nous offrons les 2 places à Claudine Beson. Bravo à vous. Je vous recontacterai dans la journée donc pour vous annoncer comment retirer ces 2 places. Aujourd'hui, on vous propose un autre spectacle, mais cette fois-ci de la danse. De la danse, c'est le Gala d'étoiles. C'est la 8e édition et sur scène se mêlent les étoiles et les solistes. Regardez un extrait de ce spectacle. Étoiles et solistes s'unissent au profit de l'excellence, vous venez de le constater. Donc ce sera au Casino Barrière de Toulouse et ce sera le dimanche 17 juin à 17h. Et nous avons 4 places. Vous envoyez tout de suite votre mail à occitaniematin@francetv.fr. Vous envoyez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. Je vous souhaite bonne chance donc pour les 4 places pour ce gala d'étoiles 8e édition. Bonne chance. Alors aujourd'hui, donc, vous le savez, notre invité d'honneur, c'est Dominique Pollard-Ardouin qui est avec nous pour parler donc de la collection Cérès Franco, bien sûr de la nouvelle exposition qui est actuellement à Montaulieu. Mais pour connaître l'avancée de cette exposition et de la manière dont vous l'avez créée, on va parler d'abord de votre parcours, puisque vous êtes la fille de Cérès Franco, qui est donc collectionneuse, c'est votre maman. Alors est-ce que justement, pendant votre enfance, vous avez été baignée dans l'art ou votre maman vous préservait? Ah non, maman ne me préservait pas. Maman nous a mis, mon frère et moi, au milieu du jeu tout le temps, puisque la maison, c'était le théâtre des invitations. On avait toujours des artistes à la table familiale. Et je dis toujours que c'était les grandes soirées avec les spaghettates, hein, c'est-à-dire les soirées de spaghettis, puisque maman n'était pas très très riche. Et je dois dire que c'était assez fascinant et j'ai été très 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 fascinée par cette enfance, même si
parfois, mon frère et moi, on avait des réactions un petit peu d'opposition par rapport à ça, parce qu'on avait le sentiment quand même que maman était très occupée avec tous ses amis artistes, et qu'évidemment, ses petits-enfants, même si on était là, on n'avait pas du tout les mêmes attitudes et les mêmes comportements que les autres enfants avec lesquels on était dans notre école, par exemple. Mais vous allez quand même développer un sens artistique. On va le voir sur une des photos avec votre frère où vous commencez, voilà, regardez, à peindre, à dessiner. En fait, je vais vous dire, c'est une photo un peu fabriquée parce que l'histoire... Bravo Dominique. Non, c'est-à-dire que mon père a décidé de faire un album de photos. Vous voyez, vous avez des spirales sur le côté. Et en fait, c'est une photo qui est issue d'un album. Donc, il a appelé un photographe, ce qui est assez rare dans une famille. Il a appelé un photographe et il nous a mis en position, là, comme aujourd'hui je suis, en position. On m'a donné un pinceau, etc. Et en fait, dans la famille, c'était pas du tout ça le rôle. Le rôle, maman avait défini les rôles. Mon frère serait peintre et moi je serais critique d'art. Voilà. C'était comme ça qu'elle avait décidé que ça se passerait. Et vous, évidemment, en contradiction avec votre maman comme bonne adolescente, vous allez suivre donc des études de géographie. Absolument. Alors l'histoire va être assez bizarre puisque, en fait, mon frère va faire beaucoup de dessins. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'exposition de Montolieu cette année, il y a une très belle alcôve avec des dessins où je présente des dessins qu'il fait à l'adolescence. Moi-même, je vais faire un premier texte de critique d'art à l'âge de 12 ans, mais très vite, effectivement, je me suis opposée à ses desiderata et j'ai eu envie de faire autre chose et je voulais en fait faire de l'urbanisme. D'accord. Et puis il y a aussi, puisqu'on est un peu dans la contradiction, il y a un engagement aussi auprès de l'hebdo à l'époque, en mai 68, c'est Rouge. Oui, bon écoutez, c'était l'époque. Hein. J'ai 15 ans en mai 68, je suis au lycée Victor Hugo à Paris, en plein cœur du Marais. C'est difficile de ne pas avoir été contaminé par la grande vague qui se passait à ce moment-là. Les lycéens du lycée Charlemagne sont venus nous envahir dans notre cours. Ça avait d'ailleurs fait un très joli scandale. Le proviseur avait été folle de rage, avait convoqué les parents. Mais bon, effectivement, j'ai à cette époque-là milité. Et vous voyez, c'est une photo de Kagansky qui est décédé maintenant, et un photographe un peu historique de cette période, avec un certain nombre de camarades. Voilà. Donc vous partez, on l'a dit, pour étudier la géographie, puis finalement vous reviendrez à l'art. En 1990, vous serez en charge d'organiser une première exposition. Qu'est-ce qui vous fait changer d'avis ? Bah, écoutez, on tourne le dos à son histoire et à sa famille, j'ai envie de dire. Et puis, il y a un moment où on se rencontre dans la vie. On finit par se poser des questions. On se dit, est-ce que j'ai vraiment choisi le bon endroit où être ? Et à 35 ans, j'ai commencé à m'interroger très sérieusement sur finalement ce que j'aimais dans la vie passionnément. Et je dois dire que j'étais hélas comme ma mère, c'est-à-dire que j'aimais la peinture par-dessus tout. Et d'ailleurs, vous allez en ouvrir votre propre galerie à Paris. Absolument. Alors il faudra quand même quelques années puisque pendant longtemps j'ai été la fille de Cérès Franco. Et j'avoue que je commençais à en avoir un petit peu marre quand je devais me présenter de dire que j'étais la fille de Cérès Franco. Et donc j'ai décidé à l'âge de 40 ans, carrément, de reprendre des études. Et j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art pour pouvoir déjà connaître quand même un peu, avoir un background un peu scientifique sur le métier, puisque j'avais une connaissance extrêmement empirique de la peinture, bon, énorme, puisque depuis que j'étais petite, je voyais tous les musées, toutes les expositions. J'avais participé d'une certaine façon à l'émergence de tous ces mouvements artistiques qui ont traversé les années 60-70, mais après, il fallait aussi avoir, j'ai envie de dire, c'est ça, une culture scientifique et culturelle, une vraie culture sur le sujet. Et donc vous ouvrez votre galerie, donc c'est au 58 rue Quincampoix. Ah non, ma galerie n'est pas au 58 rue Quincampoix. Non, ça c'est votre maman, pardon. Oui. Vous, c'était au 68. Voilà. Non, ma galerie commence au 17 rue Quincampoix, j'ai une petite galerie, et ensuite au 86 rue Quincampoix. Alors, voilà. Bon, alors, ne pas parler de chiffres.
c'est pas grave. Bon, très bien, très bien. Donc c'était rue Quincampoix. De toute façon, votre galerie aujourd'hui a fermé puisque vous êtes consacré à la collection de votre moment depuis 2016. Mais nous parlerons de votre vie professionnelle, votre nouvelle vie professionnelle dans la deuxième partie de cette interview. Car à propos de Pôle emploi, nous allons pénétrer maintenant dans ce laboratoire régional de Pôle emploi Occitanie en accueillant maintenant Laurence Ingardiola sur ce plateau. Laurence qui est... Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Laurence, Pôle emploi a publié dernièrement une étude sur les besoins en main-d'œuvre en Occitanie. Alors, puisque nous sommes à Montpellier, est-ce que l'Hérault fait partie des bons élèves? L'Hérault fait particulièrement partie des bons élèves avec Montpellier et la Haute-Garonne. Donc, en fait, il y a plus de 44 000 intentions d'embauche qui ont été annoncées par les employeurs du territoire, et ce, dans un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, en majorité, les services aux particuliers, services aux entreprises à hauteur de 67%. On a aussi en deuxième partie tout ce qui est lié à l'agriculture et à l'industrie agroalimentaire à hauteur de 12%. Et on a enfin l'industrie, la construction entre 2 et 5%. D'accord, donc ça, ce sont les secteurs d'activité qui embauchent. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus sollicités que d'autres? Alors effectivement, dans les métiers, alors pour les familles qu'on vient de citer, en fait, pour tout ce qui est hôtellerie, restauration, on va retrouver les métiers en salle de serveur, les métiers en back-office de cuisine. Pour tout ce qui est service à la personne, donc tout ce qui est aide ménagère, aide à la personne. Et pour tout ce qui est en fait lié à l'agriculture, tout ce qui est viticulteur, cueilleur. Et puis également, on va retrouver des employés de libre-service pour tout ce qui est commerce. Donc ça, c'est l'étude qui prouve tous ces besoins en emploi. Ça veut dire que les demandeurs d'emploi pourront vous solliciter très prochainement dans ces secteurs d'activité directement? Alors en fait, entre l'étude et les offres d'emploi, on fait le pont. C'est-à-dire qu'en ligne, on peut retrouver effectivement le lien entre l'offre d'emploi qui est déposée à Pôle emploi et l'étude qui démontre que l'emploi repart. Alors quels sont les bassins d'emploi qui sont les plus impactés par cette reprise? Alors dans l'Hérault, évidemment, en premier lieu Montpellier, qui emporte la mise haut la main. Ensuite, on va trouver Béziers. Ensuite, on aura Agde de Pézenas, ensuite Sète, et en dernier, Lodève puis Lunel. D'accord, très bien. Bah voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, il suffit de vous connecter sur le site pôle-emploi.fr et puis vous allez dans la rubrique Occitanie. Bien sûr, on mettra le site internet concernant cette étude pour savoir si votre secteur d'activité sera en recherche d'employés dans les prochains jours. Alors justement, à propos de recherche d'employés, vous allez nous parler de cette opération qui a lieu ce jeudi, c'est Hello Job. Alors effectivement, on s'associe à l'entreprise Orange qui va créer une opération en France pour promouvoir 2500 offres, et sur l'Hérault, il y aura 211 postes qui ont été annoncés ce matin, donc dans des métiers qui sont les métiers de la téléphonie, mais aussi des métiers liés aux nouvelles filières d'Orange, c'est-à-dire la banque, et aussi la cybersécurité. Donc il faut venir à l'hôtel French Tech entre 9h30 et 17h, donc au centre-ville Salpagésie à Montpellier, se présenter et découvrir en fait tous les nouveaux métiers et tout ce que Orange peut mettre à disposition des demandeurs d'emploi et des étudiants, à la fois en CDI et en alternance. Voilà, vous savez tous sur les recherches d'emploi actuelles en Occitanie, principalement dans le Languedoc-Roussillon. Vous allez évidemment sur les sites internet qui sont apparus en bas de cet écran et vous revoyez cette émission en replay si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Merci beaucoup Laurence d'être venue sur ce plateau. On prend la direction maintenant du Gard, à Saint-Étienne-de-l'Homme précisément. Vous allez le voir sur cette carte, puisque Émilie rencontre Céline qui est éleveuse de chèvres angora au mas de la Pastourelle pour une raison bien particulière. Je vous laisse la découvrir. Ah, la voilà. Aujourd'hui, je suis dans le Gard, à Saint-Étienne-de-l'Olme, dans un endroit paradisiaque. On va parler de douceur et de laine avec Céline. Je t'ai enfin trouvée. Bonjour Céline. Bonjour Émilie, bienvenue au mas de la Pastourelle. Eh ben, merci beaucoup parce que c'est un endroit superbe. N'est-ce pas? Alors toi, tu es éleveuse de chèvres angora. Exactement. Avant de t'installer, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené aux chèvres? Alors, déjà, j'ai très vite pris une orientation agricole, un bac agricole, suivi d'un BTS en élevage caprin. J'ai eu quelques expériences de technicienne d'élevage de chèvres et une expérience d'élevage à l'étranger d'un troupeau de chèvres laitières. Où ça, à l'étranger? Au Ghana. Au Ghana? Ouais. Ah, c'est une expérience assez étonnante. Ouais. Et il fait pas trop chaud là-bas pour des chèvres? Non, parce qu'il y a des races qui sont locales. Et on trouve des chèvres un peu partout dans le monde. Hein. D'accord. Alors là, tu t'es installée, il me semble, il n'y a pas tellement longtemps, hein, c'est ça? Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et c'est un mas, tu dis, c'est ça? Oui,
Ici, c'est le mas de la Pastourelle. La pierre est magnifique. Tu peux me montrer un peu, on a parlé de laine, de douceur, est-ce que tu peux me montrer un peu à quoi ça correspond? Ah, mais bien sûr. Hein? Allez. Ouh, il fait bien chaud dans ta boutique. Oh, les couleurs sont superbes. Donc, c'est ça qu'on appelle le mohair, qui provient de la laine angora, de la chèvre angora. Qu'est-ce qui t'a amené à décider de t'installer, de faire de l'élevage de chèvres angora? Voilà, l'élevage, de toute façon, ça, je savais que je ferais un jour éleveuse de chèvres. Oui. Et au départ, je n'avais pas envisagé la chèvre angora, puisque je ne connaissais pas. Et quand j'ai découvert, enfin, surtout le produit, le mohair, c'était comme une évidence, quoi. C'est la matière avant la chèvre, en fait. C'est la matière qui t'a donné envie, vraiment. Ouais. C'est vrai que c'est super doux. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique. Alors ça, c'est toi qui l'as fait, ça? Oui. Oui. Tout ce qui est là, boléro, pull, c'est moi qui ai réalisé. C'est quoi? C'est du tricot? C'est du tricot. Tout ça, c'est du tricot. Et ce que tu faisais dehors, c'est? C'est du crochet. Alors, c'est le modèle de Baudin qui est là. Je peux? Bien sûr, ouais. Ça a l'air doux. C'est magnifique. Et en plus, les couleurs sont très belles. Vraiment. Ben oui, parce que la couleur naturelle du mohair, c'est celle-là. Il n'y a pas de teinture. Donc, elle est très lumineuse, ce qui permet aux teintures d'être très vives, quoi. T'es installée depuis combien de temps ici? Ça fait 2 ans. Ah oui, t'es au démarrage. Et qu'est-ce que tu proposes sur... Non, c'est pas une exploitation, c'est sur la ferme. Sur la ferme, qu'est-ce que tu proposes exactement? Je fais de l'accueil à la ferme, donc les gens qui le souhaitent peuvent venir visiter l'élevage. Oui. Je propose aussi d'aller garder les chèvres avec les gens qui le souhaitent. On passe un après-midi à garder les chèvres. Donc vous partez un peu dans les champs? Voilà, comme ce que je fais d'habitude. Oui. Je les sors tous les jours, je les garde aux alentours. Et prochainement, donc il y a un événement auquel je vais assister, ça s'appelle De ferme en ferme, où le public, c'est comme des portes ouvertes, où le public vient découvrir toutes les activités agricoles qu'il peut y avoir dans la région, et entre autres chez moi, s'ils le souhaitent. Et c'est très familial, j'imagine, parce que les enfants doivent adorer être au milieu des chèvres. Alors du coup... il faut qu'on aille les voir, ces chèvres. Ben oui. J'ai vraiment envie de les rencontrer. Elles sont de cette couleur, c'est ça? Voilà. Et la laine est très particulière. Voilà. On y va? Allez. Ce sera donc pour tout à l'heure, pour la rencontre entre Émilie, Céline et les chèvres angora. Nous parlons donc de la collection Cérès Franco avec Dominique Paula-Dardouin, notre invitée aujourd'hui dans 9h50 le matin. Alors Dominique, on parle de votre maman depuis tout à l'heure, Cérès Franco. C'est vrai que ça va être difficile de résumer son parcours en une poignée de secondes, mais est-ce qu'on peut parler peut-être de l'art qu'elle affectionnait particulièrement? Écoutez, d'abord je voudrais parler de son côté passionné, parce que c'est une femme qui est passionnée. Il faut comprendre qu'elle est brésilienne, qu'elle arrive en 1951 à Paris et que très vite, elle va rassembler des amis artistes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et évidemment, elle va devenir commissaire d'exposition sans galerie, elle va avoir une galerie d'art pendant 25 ans et elle va finir son parcours, si je puis dire, en ayant accumulé une collection qui aujourd'hui va être justement donnée à ce fameux musée dont je vais parler en fin d'émission. Et il y a plus de 1700 pièces qui vont être offertes aux collectivités territoriales et qui vont donc être données au public, puisque c'est ça sa volonté. Donc cette femme, en l'espace de 60 ans, a rencontré, j'ai envie de dire, l'ensemble de l'avant-garde qui se situe à Paris dans les années 50, 60, 70, et rassemble à partir des années 70, va se positionner sur un courant qu'on appelle aujourd'hui hors les normes, puisque elle va se situer sur un art figuratif qui commence avec la nouvelle figuration, la figuration narrative, et aujourd'hui l'art brut ou l'art singulier, comme vous voudrez. En tout cas, des artistes colorés, très vivants et surtout qui traduisent les aspirations de l'homme, puisque c'est surtout une peinture très figurative et qui vous interpelle. Alors, vous concernant, donc vous avez votre galerie, on l'a dit tout à l'heure, à Paris, c'était jusqu'en 2016, et pourtant en 2012, vous réalisez votre première exposition, collection Cérès Franco, qui s'appelle Les Imagiers de l'imaginaire.
Bon, si vous voulez, maman, à partir de 94, s'installe dans un très joli petit village qui s'appelle de l'Aude, qui s'appelle La Grasse, voilà. Et elle rencontre, voilà, déjà première grande rencontre très importante, Monsieur Alain Tarlier, que vous allez peut-être voir d'ailleurs sur ces images. Et Alain Tarlier lui dit, ben voilà, maintenant je suis aux affaires à Carcassonne, je vous propose de vous offrir 800 mètres carrés du musée, et à ce moment-là, vous allez pouvoir poser votre collection et organiser des expositions temporaires, enfin faire vivre cette collection. Et maman, quand même déjà assez âgée, se tourne vers moi. Moi, j'avais absolument pas l'intention de m'occuper de ses affaires jusqu'à présent. Je la laissais mener sa barque et moi mener ma barque. On peut dire les choses comme ça. Et elle me dit, écoute, là, il faut que tu m'aides parce que je sais pas faire. Bon. Et donc, je me suis prise au jeu. Ouais. Il y a pas d'autre mot. Et j'ai organisé cette magnifique exposition que j'ai adoré faire dans ce musée. Et hélas, l'histoire a fait qu'on n'a pas pu continuer avec Carcassonne. Non, parce que le maire ne voulait pas, c'est ça que... Non, c'est-à-dire qu'après, il y a eu des élections. Et donc, Monsieur Tarlier, qui était aux affaires pour le Parti socialiste, s'est retrouvé démis de ses fonctions du jour au lendemain. Et le nouveau maire nous a dit, écoutez, repartez avec vos tableaux. Voilà. C'est pas notre histoire. Donc, les œuvres repartent à Grasse le temps d'un instant. Et puis après, vous trouvez Montolieu, la coopérative, grâce à un homme d'affaires. Alors, un instant, c'est une année quand même, puisque je me suis retrouvée avec les tableaux sur les bras, si je puis dire, puisque tout avait été démonté à la Grasse. Et le hasard faisant toujours bien les choses, je retrouve plus exactement un collectionneur dans ma galerie qui a acheté à Montolieu son domaine, puisqu'il habite dans le domaine du Petit Versailles, donc une très belle propriété, et qui s'est pris au jeu de la collection, qui adore la collection, qui aime beaucoup ma maman, et qui dit, écoutez, moi je vous offre la coopérative que vous voyez là sur ces images, donc cette ancienne coopérative viticole qui avait été déjà restaurée en centre d'art. Et donc, on se retrouve à la tête d'un lieu absolument superbe, avec 800 mètres carrés. Voilà, vous avez les images. Et nous organisons depuis, maintenant 2015, chaque année, une nouvelle exposition. C'est ça. Et donc, 2018, nouvelle exposition. Nous en parlerons dans un instant. Ça s'appelle En quête du Graal. Et nous accueillerons également votre invité. Ça, ce sera dans quelques instants. Et c'est toujours à Montolieu, bien entendu. Mais pour l'heure, nous retournons dans le Gard, rencontrer Céline, qui est éleveuse de chèvres Angora. C'est la deuxième escapade d'Émilie et il est temps pour Émilie maintenant de rencontrer ses chèvres Angora. Non, c'est pas ça. Elles sont belles. On peut les sortir ou pas? Oui, bien sûr. Elles entendent que ça. Ah oui. Allez les filles. Les filles et les garçons. Ah, il y a des garçons mâles et aussi. femelles. Oui. C'est la particularité de cet élevage. C'est qu'on a des mâles et des femelles, les mâles étant castrés. Ah oui, parce que sinon... Pour pouvoir les garder avec le troupeau, voilà. Puis par rapport au comportement aussi, parce que quand ils sont castrés, ils sont plus tranquilles. Ah, ils sont plus cool? Ouais. Et elles ont toutes un nom ou pas? Ouais, ils ont tous un nom. Venez avec nous. Mais c'est vrai que c'est magnifique là-bas. Je peux comprendre. Tu les connais toutes? Enfin, oui. Tu arrives à les reconnaître? J'arrive à les reconnaître. Après, ce qui est compliqué, c'est quand, après la tonte, forcément, ils changent de look. Oui. Ça met du temps à repousser? Non. Mais là, par exemple, ils ont une toison qui a 1 mois et demi, puisqu'on les a tondus fin janvier. Voilà. Au bout de 6 mois, on a entre des mèches allant jusqu'à 10 cm de longueur. Ah oui, ça va vite en fait. Ouais. Ça pousse vite. Quelles sont la particularité de ces chèvres et de ces boucs exactement au niveau de la laine? C'est que c'est une laine qui est très fine, très douce. Et du coup, du fait de la couleur, claire, voilà, c'est le problème avec lui. Du fait de la couleur très claire et brillante, toutes les teintures vont être lumineuses. D'accord. Voilà. Donc la race Angora, c'est vraiment des animaux qui ont de la laine de cette couleur-là. On en trouve partout en France? En France, il y a, dans chaque département, il y a 2 ou 3 éleveurs. Voilà.
Elles ont été introduites il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça fait qu'une trentaine d'années. Oui. Voilà. Elles viennent d'où? Elles sont originaires à la base de l'Himalaya. Oui. Ensuite, elles ont été exportées en Turquie, où elles ont pris leur nom Angora, de la région d'Angor. Ouais. Et après, les plus gros producteurs actuellement, c'est l'Afrique du Sud et le Texas. Et donc, il y a 30 ans, les éleveurs qui ont démarré l'activité de produire du mohair en France sont partis avec des races texanes. Voilà. D'accord. Est-ce que tu en as qui sont pleines là en ce moment? Est-ce qu'il y a des petits bébés qui vont arriver bientôt? Eh bien oui, j'espérais qu'on ait des bébés aujourd'hui, mais voilà, c'est avec un peu de chance. Voilà, elle entre autres, voilà, ouais, exactement. Ouais. Là, elle va se reposer. Mais je sais pas. Je te propose qu'on les suive dans ce décor superbe et tu vas me parler maintenant technique, de la tonte, de comment on va les rejoindre, je pense. Ouais, d'accord. De la tonte, etc. Et comment ça se passe après pour la production. D'accord. Voilà, donc nous retrouverons tout à l'heure Émilie avec toutes ses chèvres Angora pour connaître la technique de fabrication du mohair. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on vous offre des places pour aller voir ce spectacle. C'est Gala d'étoiles. Non, ça c'était hier. Voilà, ça c'est mieux. Gala d'étoiles, la 8e édition, où sur scène, vous le voyez, c'est un spectacle prestigieux, d'élégance, où en fait solistes et étoiles de l'opéra sont unis sur scène pour proposer ce très très beau spectacle qui aura lieu au Casino Barrière de Toulouse le dimanche 17 juin à 17h. Et nous avons 4 places pour ce spectacle. N'hésitez pas tout de suite à jouer en envoyant votre mail à occitaniematin@francetv.fr. Vous marquez bien votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. Bonne chance à vous. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique Paula-Dardouin, notre invité d'honneur aujourd'hui dans 9h50 le matin. Nous nous sommes quittés à l'instant en parlant de la nouvelle exposition qui s'appelle En quête du Graal. C'est donc à la coopérative collection Cérès Franco, c'est à Montaulieu. Présentez-nous cette exposition. Alors la collection Cérès Franco et ce lieu donc de la coopérative va bientôt s'appeler musée. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Maintenant, la quête du Graal, en fait, c'est une installation très spectaculaire qui a été réalisée par un artiste qui s'appelle Jean-Marie Martin et qui, à sa façon, a transposé le mythe du Graal dans son imaginaire d'artiste, puisqu'il est bretonnant, comme je dis toujours. Et à la fois, vous avez des bannières qui sont les bannières des processions chrétiennes, et en même temps, les mythes celtes qui l'ont habité pendant 15 ans, il a travaillé à la réalisation de cette installation. Autour de cette installation, vous avez les images qui tournent, vous avez tout un parcours qui est fait là, qui a été créé sur le thème de la quête elle-même, et donc vous avez un certain nombre de mots valises, comme le désir, le jeu, le voyage, les épreuves, et qui vous amènent progressivement vers l'idée du Graal. Est-ce qu'il y a un Graal, des Graals? L'idée étant que finalement, au travers de cette exposition, chacun va se poser la question de finalement quelle est la finalité de sa vie. C'est des questions existentielles essentielles à mon avis, et je pense que c'est pas mal de les reposer dans le cadre de cette exposition. Et alors, donc, au final, vous souhaitez faire de ce lieu un musée permanent. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que maman a accumulé donc énormément d'œuvres, vous avez bien compris. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces œuvres? On les vend une fois que maman se décède, ou est-ce que on essaye d'en faire un bien commun? Et le souhait de maman, ça a toujours été de faire partager son plaisir et cette collection. Et me voilà investie de cette tâche, avec mon cher mari d'ailleurs, qui est dans les coulisses. Et depuis quelques années, nous travaillons... Cool, Marie. On salue le mari et on le remercie. Nous travaillons à la mise en œuvre de cette collection. Alors cette collection a pu être montrée grâce à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des très belles rencontres. La première rencontre, ça a été Henri Foch, qui donc est ce mécène qui a acheté la coopérative et qui l'a mis à disposition de la collection. Et donc depuis maintenant 5 ans, nous faisons chaque été, pendant 6 mois, une exposition d'une partie de la collection, puisque chaque année, nous présentons environ entre 200 et 300 pièces, ce qui permet de faire une belle rotation et de montrer des aspects différents.
Et il y a une notion très importante pour vous, c'est la transmission, et c'est pour ça que vous proposez différentes activités avec les scolaires et le jeune public. Oui, alors la transmission, il y a cet aspect-là, bien sûr, et vous voyez, là, vous avez des ateliers qui ont été organisés par une partie de notre équipe. Là, c'est Audrey Martins qui est sur la photo. Et nous avons donc des médiateurs qui sont dans l'exposition et qui vont présenter aux enfants le déroulé de l'exposition. Et ensuite, nous avons des ateliers qui ont pu être organisés avec l'aide d'un certain nombre d'artistes, et en particulier celui qui va être mon invité aujourd'hui, Timothy Archer, puisque Timothy faisait partie de l'équipe de la galerie. Timothy a voulu faire continuer et donc transmettre encore, c'est l'histoire de la transmission de collection, et non seulement il donne des œuvres à la collection, mais en plus il donne son temps pour faire vivre et pour ancrer cette collection sur notre territoire. Eh bien, je trouve que c'est une excellente présentation pour cet invité qui fait son entrée sur ce plateau. Nous accueillons donc Timothy Archer. Bonjour Timothy. Qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on est proches? On va serrer la main. Ça va Timothy? Bienvenue sur ce plateau. Très bien. Belle présentation de la part de Dominique que vous connaissez depuis Paris, puisque je crois que votre relation a démarré dans la galerie de Dominique. Alors Dominique a été ma galeriste pendant 3 années et demie et elle m'a découvert. Elle m'a découvert à l'époque où j'étais un très très jeune artiste et bon, on a travaillé ensemble. Très jeune, hein. Je suis toujours très jeune. On a travaillé ensemble et puis une belle amitié est née. Et quand le projet de la coopérative est arrivé, elle m'a évidemment proposé tout de suite de venir. Il faut avouer qu'au début, j'étais pas forcément partant parce que bon, quand on me dit public scolaire, etc., un artiste est plutôt habitué à rester seul dans son atelier, aime bien son calme et ça a été une découverte fabuleuse. Je pense que c'était peut-être la plus grosse erreur que je pouvais faire, c'est d'avoir cet a priori-là. Donc je me suis retrouvé à la coopérative. Pendant 3 années, on anime des ateliers pédagogiques, donc des ateliers de peinture avec des publics complètement variés de la région Occitanie. Donc c'est un endroit qui est extrêmement étendu. Pour les enfants, c'est toujours un moment incroyable de venir pouvoir travailler avec un artiste au sein d'un musée face aux œuvres. Justement, qu'est-ce que vous leur faites faire? On les fait travailler, on les fait travailler leur regard, on les fait travailler en fonction de ce qu'ils voient dans le musée et on essaye de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent être des artistes comme ceux qui sont accrochés dans les murs. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que cette année, vu que ça m'avait vraiment beaucoup plu, on m'a proposé de faire des projets à l'extérieur de la coopérative. Donc on a été au lycée Paul Sabatier de Carcassonne, qu'on a exposé à la coopérative. Donc pendant plus de 3 mois, on y est allé avec les équipes de la collection. Donc je pense avec Irène, Pascaline et les 2 Marines. On est allé dans les lycées, on a été voir les étudiants en art, on leur a parlé, on les a accompagnés, on a été avec eux. Et puis on les a invités, grâce à Dominique, à la coopérative où on a exposé leurs travaux. Et ça continue, puisque bon, cette année, j'ai un projet à peu près similaire dans l'école de Montelieu, dans lequel on réalise une grande fresque sur la mémoire du village. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'approprier aussi le travail plastique qu'on va faire avec leurs enfants. Donc on met les parents à contribution, on demande de ramener des vieilles photos et on va faire travailler les enfants sur ce sujet-là. Alors justement, quel travail vous allez effectuer avec eux? Vous m'en avez parlé un petit peu au téléphone et je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire que Montelieu, c'est le village du livre, donc ça me paraissait intéressant de pouvoir rebondir sur l'histoire du village et l'histoire de ses habitants. Donc j'ai demandé aux enfants, aux parents de me ramener des photos, des choses comme ça, des choses en noir et blanc de l'ancien Montelieu. Et puis on va faire une très très grande fresque sur un morceau de papier sur lequel on va coller ces photos et puis les enfants vont dessiner leur vision du village. Donc c'est ce qu'on va faire normalement à Peuzins et à Moussoulins aussi logiquement. Donc en fait, vous, si j'ai bien compris Timothée, donc vous réveillez peut-être les futurs artistes dans la jeune génération et donc vous allez aussi éveiller l'âme du village de Montelieu. J'essaie de faire du lien parce que si l'art sert à quelque chose, c'est à ça, enfin à mes yeux. Donc, voilà. Moi j'ai vraiment fait cette découverte quand je suis sorti de mon atelier, justement pour être un peu moins égoïste et essayer de m'intéresser aux autres et ça m'a révélé à moi-même, on va dire. La vocation des jeunes générations. Peut-être que de futurs artistes seront bien issus de votre travail. Je l'espère. Ils vont naître de votre travail. À propos de fresques, dernièrement, vous travaillez avec Dominique justement pour réaliser une fresque. On va voir quelques images, une fresque donc à la coopérative. Alors, les images... Oui, on a invité Timothy à peindre. On avait un horrible compteur électrique
fabrique transformateur électrique d'EDF, que EDF nous pardonne, hein, mais c'était vraiment affreux. Voilà, c'était très laid. Et donc, on a demandé à Timothy de le coloriser. Voilà. On voit quelques et images. donc, on voit quelques images et je trouve que ça a donné beaucoup de relief à ce vilain transformateur. Donc voilà. Si EDF nous regarde... Maintenant, chaque fois que je vois un transformateur dans l'eau, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait un artiste. Pas forcément, je lui dis qu'il ait un job. Peintre de transformateur, c'est aussi une vocation. Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et je rappelle qu'en quête du Graal, c'est à la coopérative collection Cérès Franco, c'est à Montaulieu. C'est une collection qui est ouverte depuis le 31 mars, une exposition depuis le 31 mars jusqu'au 4 novembre. C'est ouvert tous les jours, même le lundi férié qui approche lundi prochain, de 14h à 19h. Toutes les informations sur collectionceresfranco.com/fr. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'est le moment enfin de connaître la technique de fabrication du mohair, cette laine spécifique obtenue grâce aux chèvres Angora. On retrouve Émilie et Céline, vous le voyez, à Saint-Étienne-de-l'Homme. Il y a combien de tontes par an? Alors, il y a 2 tontes par an. Oui. Une, elles sont terribles. une au cœur de l'hiver et une au cœur de l'été. D'accord. En fait, on a calé ces dates-là parce que on fait en sorte de tondre avant la mise bas, mais pas trop près non plus de la mise bas, qui ont lieu au printemps. C'est des pourquoi la saisonniers. laine est particulière à ce moment-là? Non, c'est que par rapport à la mise bas, c'est mieux qu'elle soit tondue. Les petits peuvent accéder plus facilement aux mamelles parce que quand elles sont en toison, elles sont vraiment recouvertes. Là, vous ne les voyez pas en toison, mais... Alors, une fois que la laine est tondue, elle part où? Comment ça se passe? C'est quoi le cheminement? Voilà, alors moi je fais partie d'un groupement de producteurs. Oui. C'est une SICA, la SICA Mohair qui est dans le Tarn. Oui. Et ce qui fait qu'on met en commun, les toisons de tous les éleveurs sont mises en commun et partent ensuite à la transformation. Oui. Et là, il y a, ça part dans un premier temps à la filature où les toisons sont lavées, peignées, cardées et filées. Filées, ouais. Ensuite, ça part entre les mains d'un teinturier qui, lui, va teinter la laine. Et toi, tu commandes tes propres couleurs? Je sais pas comment ça se passe. Alors, on a toute une gamme de couleurs qui sont proposées par la SICA et moi, je fais le choix des couleurs. D'accord. Après, je garde toujours un peu de fil teinté que je vais transformer moi-même. Et sinon, j'ai d'autres produits parce qu'on a toute une gamme de produits au sein de la SICA et qui, eux, sont réalisés par des artisans, des façonniers qui vont faire des chaussettes, des gants. Mais bon, on aura l'occasion de voir tout ça après. D'accord. Est-ce que cette laine est chaude? Ah, elle est particulièrement chaude. C'est-à-dire que pour un poids égal, la laine mohair est 2 fois plus chaude que la laine de mouton. Et pourtant, elle est légère, j'ai l'impression. Et oui, bah oui. C'est que pour avoir la même chaleur, on n'a pas besoin d'avoir une grosse épaisseur. Parce que là, je vois ce que ça a l'air d'une douceur. Ah, c'est super confortable. Et t'as bien chaud. Ouais. Ah, mais on a vraiment l'impression que ça produit de la chaleur, tellement c'est chaud. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est étonnant. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, de m'avoir fait découvrir toutes tes belles chèvres. Alors comme on disait tout à l'heure, c'est pas des filles, c'est pas que des filles, on dit une chèvre. Bah oui. Une chèvre qui est castrée. Tu me disais que il n'y a pas vraiment de nom, quoi. Bah on peut pas l'appeler un bouc. Pour les mâles castrés, non, ils n'ont pas vraiment de nom. On dit des mâles castrés, mais. Bon, en tout cas, moi, je vais continuer à me délecter de ce paysage qui est superbe. Tu vis dans un endroit magnifique. Tes chèvres sont dans un endroit magnifique et elles ont l'air heureuses. Merci beaucoup. Bah oui. Merci. Et du coup, Merci beaucoup, Émilie. On était en train de discuter avec Aurore. Vous le voyez, ça c'est le direct, c'est propre, hein, ça. C'est beau avec Aurore Kichenin qui fait son entrée sur ce plateau. Merci Aurore d'être avec nous. Alors vous le savez, tous les mardis, Aurore nous présente des femmes qui évoluent majoritairement dans des milieux dits masculins. Alors qui nous présentez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Mickaël, je vous présente un reportage très gourmand puisque j'ai rencontré Catherine Valgallier qui est maître pâtissier chocolatier à Montpellier et qui est aussi présidente du syndicat des chocolatiers de l'Hérault. D'accord. Donc tout de suite, quand je suis rentrée dans son atelier, c'est l'odeur qui a pris le dessus. Et je vous cache pas qu'en tant que grande amatrice de chocolat, j'ai pris énormément de plaisir. Mais juste une petite question, parce que comme ça, de prime abord, j'aurais pas dit que le milieu des chocolatiers était réservé qu'aux hommes.
Et pourtant, il y a très peu de femmes. Catherine Valgallier est la seule femme maître chocolatier pâtissier à Montpellier. D'accord. Et dans l'Hérault, elles sont peu. Elles sont peu. Très bien. Eh bien, on regarde votre reportage, Aurore. Catherine, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être maître pâtissier chocolatier ? Alors l'envie, je crois elle existait depuis longtemps, étant issue d'une famille de pâtissiers chocolatiers, puisque je représente la 3e génération de Valgallier en tant que pâtissier chocolatier. Mon grand-père s'étant installé ici en 1947. Est-ce qu'il y a des souvenirs de votre enfance qui vous reviennent un petit peu ? Alors des souvenirs de mon enfance avec mon grand-père, j'en ai régulièrement, parce que j'utilise encore ces moules en fer. Donc forcément, quand je sors les moules, je dis attention, ce sont les moules de Georges. Voilà, donc ça revient, c'est récurrent, tous les ans, on sort les moules. Donc ces souvenirs-là, je les ai, et mon grand-père, quand il a passé la main à mon père, redescendait quand même, en étant à la retraite, venait pour les périodes de Noël et de Pâques, faire les chocolats. Alors aujourd'hui, j'ai la grande chance d'avoir un cours par Catherine, un cours de démoulage. Alors montrez-moi. Voilà, donc là, vous allez juste mettre les mains à l'intérieur, délicatement, un petit coup sec, et vous allez pouvoir démouler notre œuf. Je risque pas de le casser. Il y a toujours un risque, hein, c'est fragile le chocolat, mais bon. Alors je vais essayer. Ah oui, c'est super simple. Waouh, il est vraiment magnifique et il y a la petite surprise de toute la garniture. Oui, alors ça je ne vous l'avais pas dit, c'est 9 mandirons avec des pistaches, des amandes, des cranberries, des raisins en chocolat au lait. Vous avez des responsabilités au niveau du syndicat ? Des responsabilités syndicales, oui, syndicat professionnel des chocolatiers de l'Hérault, qui représente une dizaine de chocolatiers. Malheureusement, on a très peu de femmes installées en tant qu'artisans ou maîtres artisans pâtissiers chocolatiers dans l'Hérault. Je sais que il y a des contraintes, hein, forcément, quand on est chef d'entreprise dans l'alimentaire, hein, que ce soit les pâtissiers, les chocolatiers, on a des contraintes d'horaire. On travaille les week-ends, les jours fériés. Quand les autres s'amusent, nous, on bosse un petit peu. On est là pour leur faire plaisir. Et là, on va goûter de la friture. C'est-à-dire, c'est le chocolat noir, donc celui qu'on a dans les enrobeuses. 75% de cacao. Vous allez voir, c'est sympa. Voilà, ça démoule tout seul aussi, c'est comme les œufs. Vous pouvez goûter, allez-y, faites-vous plaisir. Lequel il y a plusieurs tous formes. les mêmes, il y a plusieurs formes, oui, mais voilà, c'est la même garniture. Voilà, très bien, une coquille. Ils sont super bons. Voilà l'étape de présentation à nos clients et on va leur donner envie. Ce que j'aime dans le chocolat, c'est de toucher cette matière. Parce que quand on moule, par exemple, ou quand on fait le mélange de mousse, c'est une matière vivante. Je veux dire, c'est une matière, on ne s'en lasse pas. Voilà. La femme chocolat, donc d'Olivier Ruiz, ça va bien avec le sujet que vous venez de nous présenter. Qu'est-ce qui vous a marqué chez Catherine ? Alors, ce qui m'a marqué chez Catherine, c'est qu'elle était plutôt, je le vois comme quelqu'un de positif, parce que je lui ai posé la question de quels étaient les inconvénients quand on était une femme et qu'on était dans ce domaine-là. Et elle a préféré me parler des avantages. Des avantages, ouais. Et du coup, elle me disait que quand on était une femme, on avait plus de facilité à gérer les employés, les équipes, parce qu'on avait un autre rapport. C'était aussi un avantage d'être une femme parce qu'on avait besoin de s'affirmer peut-être un peu plus pour faire sa place. Et du coup, on mettait les bouchées doubles
pour avoir de meilleurs résultats. Et pour y arriver. Merci beaucoup Aurore, on vous retrouve mardi prochain. Qui nous présenterez-vous? Alors je vous présenterai les sœurs Garcia qui sont au Kellar et qui ont un élevage de chevaux de Camargue. D'accord. Donc c'est deux sœurs qui ont beaucoup de caractère, qui ont vraiment une forte personnalité et qui sont adorables. Nous verrons votre rencontre donc mardi prochain, même heure, même endroit. Merci Aurore d'être venue sur ce plateau. Alors Julien Leroy maintenant nous présente une solution 2.0 pour venir en aide à la fois à son prochain et à la planète. Voici tout ce qui buzz et dans un instant tous les rendez-vous de la rédaction. J'écris des livres. 84% des Français ont envie d'agir pour un monde meilleur, mais seulement 20% le font selon une étude du cabinet Occurrence. Et maintenant, je lance une chaîne. Le principal frein est le manque de temps. C'est pourquoi le Toulousain Pierre Chevel veut démontrer le contraire avec ses livres numériques et ses vidéos baptisés « Changer de monde en 2 heures ». Ce conférencier de 28 ans propose des dizaines de solutions pour aider les autres et la planète. Exemple avec un moteur de recherche qui plante des arbres grâce à nos clics, une association qui permet d'aider un SDF ou des soupes musicales contre le gaspillage alimentaire. Des micro-engagements faciles d'accès que Pierre Chevel veut démocratiser. Et cela fonctionne. Sa trilogie de livres a été diffusée à plus de 10 000 exemplaires et sa chaîne YouTube totalise des milliers de vues. Pas besoin d'être Gandhi pour changer le monde, répète souvent ce passionné d'innovation sociale. Merci beaucoup Julien Leroy de nous avoir présenté donc cette nouvelle application. Bonjour Valérie Luxé-Cohen. Bonjour Mickaël. Avec vous, nous allons faire un point sur les titres développés dans les journaux de midi. On commence avec 3 ans de prison, dont 18 mois ferme pour un chauffard dans l'Aude. Oui, c'est la peine à laquelle a été condamné Jason Arraza pour avoir renversé et tué Christian Lemelec à Carcassonne le 7 mars dernier. Cet accident avait suscité l'émotion dans l'Aveyron dont était originaire la victime, qui n'était autre que le président du club des motards du Viaduc, engagé dans la lutte contre la mucoviscidose. Il encadrait un convoi exceptionnel le jour de l'accident lorsque l'automobiliste qui roulait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants avait fait une embardée et s'était retrouvé face à lui. Nous parlerons également du blocage de l'université Jean Jaurès. Ouais, l'université Jean Jaurès à Toulouse va devoir financer la remise en état du campus du Mirail après plusieurs mois de blocage par les étudiants opposés à la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Et les travaux sont estimés à 400 000 €. Les bâtiments les plus dégradés sont ceux qui ont été occupés par les étudiants, à savoir l'accueil et l'arche. Mais on relève aussi des dégâts extérieurs, notamment des tags en façade. L'université devrait rouvrir le 22 mai, c'est très court. Oui. Autre dégâts, mais cette fois-ci causés par les chenilles processionnaires. C'est tout petit, c'est mignon, mais ça crée des dégâts comme cette forêt dans les Pyrénées-Orientales. Ouais, c'est celle de Sainte-Colombe de la Commanderie, près de Thuir. Une pinède de 40 hectares qui avait été replantée, 40 ans après un incendie, est soumise donc à cette invasion de chenilles processionnaires. Le maire appelle à l'aide le préfet, car depuis 2 ans, le traitement par hélicoptère est interdit. Il faut donc des moyens pour traiter au sol. Il réclame ces moyens pour éradiquer les chenilles processionnaires et sauver cette forêt, car la saison où les larves sortent de terre commence. Et enfin, dans les journaux à midi, nous parlerons d'innovation avec cette valise connectée. Oui, et cette innovation va intéresser les gens qui voyagent beaucoup en avion. Une entreprise toulousaine vient de commercialiser le premier bagage connecté. Il permet, c'est très utile, de savoir en temps réel où se trouve sa valise. On ne peut plus la perdre comme ça. Et ce système est adapté aux contraintes de la sécurité. On voit l'explication dans le 12-13 de Toulouse. Merci beaucoup Valérie de nous avoir présenté les titres des journaux de midi. Nous allons continuer à parler d'animaux, mais cette fois-ci avec Régis Guyon que nous retrouvons dans notre local à Rodez. Alors on va parler de cette prolifération gênante des lapins de Garenne. Mais pourquoi Régis? C'est mignon un petit lapro. Ben oui, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Il n'y a pas que les chenilles processionnaires qui font des dégâts, effectivement, les lapins de Garenne en font aussi. Et l'histoire que je vais vous raconter se passe sur le Causse-Comtal, une région à quelques kilomètres au nord de Rodez, où là-bas, effectivement, les lapins prolifèrent. Ils causent des dégâts aux cultures en boulottant les semis, ce qui ne plaît pas aux agriculteurs, qui ont appelé à l'aide la Fédération de chasse de l'Aveyron. Et les chasseurs sont arrivés non pas avec des fusils, mais avec des furets pour capturer les lapins et les emmener sur des territoires qui, paradoxalement, il n'y en a pas là-bas. Sur certains territoires, il n'y a pas de lapins. Il y en a beaucoup sur le Causse-Comtal, mais il n'y en a pas dans le nord de l'Aveyron. Donc on les capture, on les emmène là-bas. Et la suite, c'est Floréal Toralba et Dominique Cantrel qui nous la racontent.
Ces furets vont chasser les lapins de Garenne de leur habitat. Ces animaux apprivoisés sont utilisés pour la reprise de lapins sur une surface donnée. Le furet, c'est le descendant du putois. C'est un putois qui a été domestiqué. Donc c'est en fait le prédateur naturel du lapin. Donc lorsqu'il est dressé, le furet va rentrer dans les terriers de lapin, comme son ancêtre le putois, et chasser le lapin à l'intérieur du terrier. On va mettre des piquets tout autour de la garenne. Et ensuite, donc, on met des filets tout le tour. On va mettre des capes sur les trous des lapins. Donc il y a des furets qui vont être envoyés dans les galeries. Et donc les lapins vont sortir et on va les attraper dans les filets. Ces techniciens et volontaires de la Fédération départementale de la chasse ont été appelés par des agriculteurs. Une surpopulation de lapins habite sur cette parcelle. Problème, ils provoquent des dégâts. Quand la céréale germe, sitôt que, surtout au printemps parce qu'ils ont énormément d'appétit, et que la céréale est très appétante, ils arrivent à manger 1,50 m de sillon chaque lapin, quoi. Et dans une nuit, ils s'assoient et ils mangent, et je vous promets qu'ils en avalent. Les lapins récupérés ici vont être réintroduits dans d'autres zones de l'Aveyron où ils sont absents. La population et la régulation des lagomorphes restent un mystère pour les naturalistes. Les lapins, c'est toujours un peu particulier. Alors, on sait ce qui leur fait mal, on sait ce qui fait chuter les populations. 9 fois sur 10, c'est la myxomatose, donc c'est une maladie qui les affecte terriblement et donc qui les tue. Après, justement, c'est le plus souvent l'absence de cette maladie qui fait que les populations remontent. Le groupe des chasseurs a passé plusieurs heures sur le terrain, le temps de couvrir 3 garennes. En fin de matinée, ils avaient capturé une quinzaine de lapins. Mais dites-moi, Régis, vous qui avez un château et 1 hectare de jardin, pourquoi vous ne prendriez pas des lapins chez vous ? Oui, adoptealapin.com, je vais sortir l'appli 2.0, pourquoi pas ? Ah, pourquoi pas, alors, si, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Alors, on ne va pas passer du coq à l'âne, mais avec vous, on va passer du lapin à la vache en parlant de transhumance. Oui. Du civet de lapin au filet de vache au braque, pourquoi pas? C'est un peu cruel ce que je dis, mais enfin c'est très bon les deux. Oui, parlons de la vache au braque qui sera à l'honneur le 27 mai prochain. Ça va même commencer le 25 mai avec la fameuse transhumance, cette tradition ressuscitée en 1981. Je ne sais pas si ça a de rapport avec l'élection de François Mitterrand, mais c'est vrai que cette tradition a été relancée dans les années 80 pour permettre aux troupeaux d'aller changer d'herbage, d'aller aux estives. Ça se passe donc le 27 au départ du village d'Aubrac sur la commune de Saint-Chély d'Aubrac. Il y aura 9 troupeaux qui vont s'élancer comme ça sur les territoires d'Aubrac, à cheval sur les 3 départements que sont l'Aveyron bien sûr, mais également le Cantal et la Lozère. 3 départements qui attendent avec impatience qu'on puisse enfin célébrer le 53e parc naturel régional d'Aubrac. C'est dans les circuits bien sûr, hein. Les 2 ministères de l'agriculture et de l'environnement, du développement durable ont donné leur aval. Il ne manque plus que la signature du Premier ministre. Le dossier est sur sa table et peut-être que cette signature interviendra même avant la fin de la semaine. En tout cas, à l'occasion, j'en reviens, de la transhumance du 27 mai, eh bien, on célébrera effectivement l'officialisation du 53e parc naturel régional d'Aubrac, pour magnifier encore plus ces beaux territoires à cheval sur nos départements. Eh ben parfait, alors on va croiser les doigts pour que ça soit validé. Merci beaucoup Régis, et à mardi prochain pour une nouvelle intervention du côté de Rodez. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on vous offre des places pour aller voir ce gala, le gala d'étoiles. C'est la 8e édition qui unit étoiles, solistes, jeunes talents et talents confirmés. Regardez un petit peu comme c'est beau. L'avant-dernière date de la tournée est prévue au Casino Barrière de Toulouse le jeudi 17 juin à 17h. Vous envoyez tout de suite un mail à occitaniematin@francetv.fr. Vous marquez bien votre nom, prénom et numéro de téléphone. Nous avons 4 places pour vous. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour jouer avec nous. C'est la fin de cette émission. Demain, nous recevrons ici sur ce plateau Sébastien Arnaud, qui est le directeur du site du Pont du Gard. Avec lui, nous parlerons de ce site, bien sûr, et de la nouvelle édition des féeries du Pont du Gard. Émilie partira en 2 chevaux. Denis Claire nous promet une randonnée des plus féeriques. Ce sera la thématique de demain, le Gard en tout cas. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, l'instant R suivi de Midi en France avec Vincent Ferniaud. Passez une belle journée sur France 3 et bien sûr, à demain.